Bienvenue à toutes et à tous au Goûter panafricain, épisode 23. Je suis très honoré de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir deux beaux invités. C'est en la présence de Madame Tyrolien, qui est la présidente de l'école panafricaine. Comment ça va? Très bien, merci, ça va, très bien. Et juste en bas à gauche, on a Cam Kama qu'on avait reçu aussi sur Goûter panafricain. Comment tu vas, Cam Kama? Ça va très bien, Thomas. On est là, en forme, avec Marie-Josée Tyrolien-Pharaon, la grande dame de ce soir. Voilà, on a l'honneur de la voir ce soir. Et juste en bas à droite, on a notre invité mystère. Enfin, c'est même plus une invitée, c'est l'habitué. C'est notre, c'est notre star mystère. C'est Ashensout. Comment tu vas, Ashensout? Je vais très bien. Je suis actuellement en Guadeloupe. Je remercie effectivement Madame Tyrolien-Pharaon d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai qu'on s'est rencontrés hier. Ça a été une belle rencontre. Merci Cam d'être là, fidèle. On est reparti pour une année. Et puis Thomas, encore une fois, merci de m'inviter. Ok, pas de problème. Juste Ashensout, n'hésite pas à te rapprocher de l'ordinateur. On entend une petite voix, donc n'hésite pas à te rapprocher. Ouais. Est-ce que tu m'entends bien là? Ça va, c'est un peu mieux. J'ai oublié le micro. Malheureusement, j'ai oublié le micro à Paris. Il n'y a pas de problème. On va essayer de régler ce souci. En tout cas, on va se concentrer aujourd'hui sur Madame Tyrolien, qui a un sacré projet. C'est de monter une école panafricaine. Sauf qu'il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues. Et elle va nous expliquer ce parcours, d'où lui est venue son idée. Donc, on va lui poser beaucoup de questions sur ce podcast, sur cet épisode. Donc déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas avant qu'on démarre de rentrer dans le vif du sujet? Avec plaisir, je suis Marie-Josée Tyrolien-Pharaon, je suis de la Guadeloupe et je suis médecin de profession et nous avons, avec mon mari monté l'association Racine dans un premier temps, il y a plus d'une vingtaine d'années. L'association Racine a donc travaillé beaucoup sur l'histoire des afrodescendants. Et et au bout de 20 ans, le projet a évolué et on a eu envie de créer une école panafricaine. Après, je ne vais pas tout décrire, je compte sur les questions un petit peu pour faire le parcours progressivement. Ok, pas de problème. En tout cas, il va y avoir moi qui va te poser des questions, mais il y a aussi Cam Kama qui partage à peu près le même projet parce qu'il aussi s'occupe de l'éducation des enfants aussi, il va te poser des questions. Et il y a Ashensout aussi qui va te poser des questions. Mais juste la dernière question que je voulais te poser avant de passer aux invités, c'est donc tu as dit avec ton mari, vous avez déjà eu ce projet déjà en genèse, on va dire. Et pourquoi en fait vous vouliez particulièrement créer cette école panafricaine? C'est-à-dire que vous êtes rendu compte qu'il y avait un besoin. Comment ça vous en est venu en fait? Vous vous intéressez avant au panafricanisme? Comment ça en est venu? D'accord. Alors, je disais que donc, d'emblée, Racine, c'est une association panafricaine. Ouais. Donc, il y a 22 ans exactement, on a commencé une action panafricaine parce qu'on trouvait qu'il manquait à la Guadeloupe où on était une connaissance de l'histoire de nos ancêtres, surtout de la branche africaine. Que la Guadeloupe est peuplée majoritairement d'afrodescendants. Ouais. Mais l'histoire de l'Afrique est vraiment ignorée. Elle n'est pas enseignée et les afrodescendants ne la connaissent pas. Si bien qu'il peut y avoir pas mal de confusion. On s'est rendu compte qu'il y avait des confusions. Il y avait des gens qui ignoraient totalement ce versant de notre histoire, la déportation, l'arrivée. Donc, on s'est dit donc il y a 20 ans, qu'on va créer donc une association pour amener un petit peu cette connaissance à nos concitoyens, en créant des outils, un magazine en particulier qui était chargé en des mots simples et agréables de faire connaître à notre population leur histoire. Donc, surtout la partie, notre histoire depuis les bords du Nil, on va dire, depuis l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc, on a créé donc l'association, le magazine, des expositions, des jeux pour les enfants, pour les adultes.
Et petit à petit, on a vu que la mayonnaise a pris et que notre population s'intéressait de plus en plus à son histoire et on a développé un peu cette histoire d'estime de soi. L'africanité s'est bien développée en Guadeloupe. Et à l'issue de cette vingtaine d'années, on a voulu, donc avec l'association cette fois-ci, on n'était plus deux, on était quand même une association assez conséquente. On s'est rendu compte qu'au niveau des enfants, il fallait qu'on aille un petit peu plus loin parce que plus on les prend tôt, plus ils sont pris en charge tôt et meilleure est la transmission à leur niveau. D'où l'idée de l'école panafricaine. En 2019-2020, on a commencé à vraiment plancher sur le projet pour que l'école puisse voir le jour. Ok, très bien. Alors, je vais laisser les panélistes te poser des questions. Qui veut commencer peut-être à Shensu? Moi, je vais bien commencer, si ça ne vous dérange pas, mais je vais la poser aussi à la fois, disons, à Madame Tirolien et à Kamkama, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, Thomas, Kamkama est enseignant et il est aussi écrivain et on a eu l'occasion donc de discuter sur ses ouvrages. Voilà, on ne va pas l'apprendre à nos auditeurs. On nous a toujours inculqué la fatalité, c'est-à-dire que notre condition d'homme soumis, subordonné au maître, on évacue effectivement la question donc du travail gratuit pour nous mettre dans un ailleurs, une sorte d'enchantement, de monde parallèle, où effectivement, par le fait de notre couleur, nous sommes soumis effectivement toujours à un fatum, à un destin. Donc la question aujourd'hui, donc Madame Tirolien et Kamkama, c'est les outils que l'on donne aujourd'hui, ce sont des outils pour forger un nouveau type d'homme et de femme. Est-ce qu'effectivement, on est dans un peu ce que on avait vu avec le Troisième Reich, la construction de l'homme idéal, etc. Ou est-ce que c'est par nature une nécessité vitale de se reconstruire? Ok, on va laisser répondre Madame Tirolien. Oui. Alors, en fait, de par nos expériences en tant qu'individu, on a vu un petit peu les effets délétères du manque de connaissance de notre histoire. On voit tous les jours un petit peu ce que ça engendre comme conséquences négatives. Parce que la Guadeloupe, enfin les départements d'outre-mer de manière générale, ce sont des départements où il y a le plus haut taux de chômage, un très fort taux aussi de délinquance. Et on est persuadé que ce sont des conséquences directes du fait que nous sommes on nous a construit un petit peu comme des personnes qui ne sont pas rattachées, sans racines en fait, qui ne sont pas rattachées à leur propre histoire. On est rattaché à une histoire qui ne nous parle pas ou qui n'est pas, nous ne sommes pas directement concernés. Donc en fait là le projet, il s'agit de rattacher ces enfants à leur histoire, de leur permettre de s'enraciner et d'avoir donc forcément un intérêt beaucoup plus grand pour tout ce qui les concerne personnellement. Et donc, arriver donc à avoir de nouvelles personnes, en tous les cas, ancrées dans leur histoire, ayant une bonne estime d'eux-mêmes et prêts à affronter demain. Et aujourd'hui, bien sûr. Très bien. Kamkama, peut-être si tu as une question aussi à poser à Madame Tirolien. Oui, bon, alors, pas une question, mais je dirais aller dans le même sens qu'elle, surtout dans sa présentation dans un premier temps. Elle a bien dit que plus tôt on prend les enfants, on les sensibilise à, moi, ce que j'appelle cette Afrique des Lumières, eh bien, meilleure sera leur compréhension, leur assimilation. On pourrait dire les individus, et donc plutôt on prend l'individu, plutôt meilleure sera l'assimilation, la compréhension de cette Afrique des Lumières, c'est-à-dire l'Afrique qui a inventé l'écriture, les mathématiques, les sciences, souvent on dit les sciences, les arts et les lettres, c'est-à-dire la civilisation. Elle l'a développée et elle a créé, elle a développé la civilisation. Donc, cette vision de l'Afrique, c'est le plus tôt possible qu'il faut la mettre en évidence auprès des enfants. C'est pour ça que j'ai créé, il y a
6 mois, 2 livres pour les bébés, nos bébés, et cette vision très positive de l'Afrique et d'eux-mêmes, avec cette idée qu'on doit être nombreux à faire ça. Il ne faut pas qu'il y ait qu'une personne, moi, qui fasse cela. On doit être des centaines de panafricains, et moi j'aime bien dire en plus de diopistes, c'est-à-dire continuateurs de la pensée de Cheikh Anta Diop. On doit être au moins une centaine à faire des livres pour nos enfants dès le berceau, pour que leur compréhension soit la meilleure possible et qu'on ait justement une nouvelle génération d'Africains du continent comme de l'afrodescendance qui accèdent à l'excellence. Donc moi, je veux surtout insister sur ça. Moi, j'avais une question pour Madame Tyrolien. Voyons très loin et imaginons que le projet aboutisse. L'école, elle se déroulerait comment ? Il y a combien de cursus ? C'est pour quel type d'enfants ? De quel âge à quel âge ? Est-ce qu'il y a une c'est vrai que la France joue beaucoup avec les diplômes. Est-ce que c'est une formation qui sera diplômante, reconnue ? Comment vous voyez cette école quand elle va aboutir, quand elle va être créée ? Alors, initialement, le projet est conçu comme une école élémentaire dès le départ. C'est-à-dire qu'on avait projeté de recevoir, enfin on a projeté puisque c'est pas encore, de recevoir les enfants de 4 à 11 ans. Okay. Donc, fin de maternelle, 5e 2, pour faire l'équivalence avec ce qui se passe actuellement. Donc ça, c'était le projet. C'est le projet initial parce qu'on voulait commencer avec les petits au niveau élémentaire. Cette expérience était appelée à se répéter un petit peu en Guadeloupe, donc avoir d'autres écoles qui ouvraient ainsi, et ensuite ouvrir le collège, 6e, 3e, pour que les enfants, qu'il y ait une continuité d'enseignement et que les enfants continuent, et ensuite aller jusqu'à la terminale. En fait, c'est un projet d'école pour permettre aux enfants d'avoir les examens requis par le système dans lequel on est, puisque on sait bien que sans le baccalauréat, c'est difficile d'accéder à des universités supérieures. Et difficilement, je ne vois pas quels parents confieraient ses enfants pour qu'à la fin, au moins, ils n'aient pas cette clé qui leur permette de continuer des études supérieures. Donc, en fait, nous, l'idée, c'est de permettre aux parents de mettre leurs enfants dans une école où ils auront un enseignement qui leur permet d'avoir les diplômes requis par le système, mais dans un enseignement qui est adapté à ce qu'ils sont. Voilà, donc tout en pouvant passer donc leurs différents examens, brevet des collèges, mais en étudiant parallèlement leur histoire, en leur permettant d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes, un esprit critique, et à la fin du cursus, qu'ils puissent savoir un petit peu d'où ils viennent, qui ils sont, comment l'histoire s'est déroulée, tout en ne négligeant pas, bien sûr, les histoires parallèles, hein, puisqu'on est dans un système français où il y a quand même des minimums requis par rapport à l'enseignement de l'Europe. Donc voilà, donc l'idée, c'est pas de créer notre propre système de diplôme. C'est pas post-universitaire, hein, ni post-bac, c'est l'école et de la maternelle au baccalauréat. Mais okay, ce qui permet d'avoir des outils pédagogiques adaptés à ce que nous sommes. Ok, donc en fait, ça sera une école à peu près généraliste, comme il existe toutes les écoles, sauf que sur la partie plus historique, là, c'est plus se concentrer sur le panafricanisme, sur l'histoire des élèves, en fait, l'histoire africaine, etc. C'est plus ça, en fait. C'est sur la partie histoire que c'est plus spécifique. J'ai bien compris. Non, dès le départ, la manière d'enseigner est différente. C'est-à-dire que la manière d'enseigner sera plus occidentale. On s'est plus basé sur un schéma africain avec les enfants qui sont de différents âges qui sont ensemble pour qu'il y ait une interaction entre eux. On a mis en avant la pratique de l'agriculture, par exemple. L'agriculture nous permet d'enseigner autant le français, les maths, parce que avec planter une patate douce, c'est intelligent, ça permet de faire des mesures, de compter, de faire des gâteaux et d'apprendre différentes choses déjà au niveau culturel parce que on est dans notre environnement.
mais aussi de permettre à l'enfant de se projeter un petit peu sur ce qu'il peut faire après en Guadeloupe. C'est-à-dire que nos enfants, il y en a qui sont hyper diplômés et qui n'arrivent pas après à retrouver leur place quand ils reviennent en Guadeloupe. Leur permettre de découvrir aussi la richesse du pays pour qu'après, ils puissent revenir au pays, enrichir et construire aussi la Guadeloupe avec leur potentiel et leurs connaissances. Marie-Josée, dis-moi si je me trompe, mais par rapport à la question de Thomas, moi, je dis, selon moi, et d'après ce que je sais, je dirais des écoles qu'on pourrait appeler parallèles ou privées, et je pense que Racine s'inscrit dans le même schéma. Vous allez quand même si les méthodes sont différentes, il n'empêche que le programme officiel sera enseigné aux enfants, y compris leur version de l'histoire, mais en plus, vous, Racine, vous allez donner la version aussi des panafricanistes. Est-ce que c'est bien ça? Oui, le socle de base de l'éducation nationale est respecté. Alors, en fait, on ne veut pas faire de dichotomie. Hein. On enseignera l'histoire telle qu'elle s'est produite et on fera beaucoup d'histoires comparées, je pense, parce que ce qui se passe en Europe et qu'est-ce qui se passait en même temps en Afrique, ce qui se passe en même temps dans les Caraïbes, c'est pour que les enfants aient une idée, une image de ce qui se passe dans le monde entier, pas qu'en Europe, pas que sur un socle orienté, en fait. On voulait qu'ils aient une vision globale de l'histoire, et pas que de l'histoire, hein, du monde en général, afin que leur esprit critique soit développé. Donc, ils puissent avoir je pense pas qu'il y a... Nous, on veut enseigner la vérité, en fait. L'histoire telle qu'elle s'est passée, présenter l'histoire dans son intégralité, sans prisme, avec ce qu'on donne à l'enfant sur l'histoire telle qu'elle s'est passée. Enfin, je me répète, mais c'est pour que vous compreniez que on va pas lui dire voilà ce que disent les Européens et voilà ce que nous disons. Non, l'enfant doit comprendre que l'histoire s'est passée comme ça. Et Marie-Josée, lorsque tu dis on va pas montrer d'un côté l'histoire selon les Européens, on va pas leur apprendre cela. Comment dire ainsi, c'est-à-dire d'un côté selon les Européens et d'un autre selon nous. C'est quelque chose de global et tu dis leur dire la vérité. Mais le problème qui va se poser, notamment aux yeux des parents, parce que même s'ils veulent que les enfants aient une vision panafricaine, de l'histoire, moi je dirais même une vision diopienne, c'est Cheikh Anta Diop, c'est lui qui a mis en évidence cette histoire, donc c'est sa vision qui tranche avec la vision des Européens, des Occidentaux. Et si vous leur présentez quelque chose, je dirais, comme tu dis, de véridique, pour moi c'est la vision de Cheikh Anta Diop, et aux examens, c'est pas ça qu'on va leur apprendre. C'est pas ce qu'on attend d'eux, c'est pas des réponses selon la vision que tu peux appeler véridique, c'est une vision occidentale. Et sur leur copie, s'il n'y a pas cette vision occidentale, eh bien, ça va se traduire par une mauvaise note. Moi, je dis, il faut qu'on soit pragmatique. Les enfants, les parents veulent que leurs enfants aient leur diplôme, donc aient des bonnes notes, y compris en histoire. Donc, je dis, il faut réfléchir à ça. Hein. Je pense que des parents seront amenés à poser cette question parce que j'ai déjà participé à des rencontres parents et puis personnes qui ont une vision différente de l'histoire. Eh bien, c'est une question qui est venue sur la table. Oui. Alors, oui, ah ben, je te rassure parce que mes enfants, c'est comme ça qu'on les a élevés, ils ont eu de bonnes notes à l'école. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un programme qui est officiel, mais il faut qu'ils aient une vision critique sur ce qui leur est présenté. Bon, les miens, ils ont réussi très bien, ils sont déjà bacheliers. Simplement, les leçons d'histoire étaient expliquées, commentées et vues
dans un contexte plus global. Après, ils savent très bien, on sait ce qu'il y a dans les livres occidentaux et officiels, ce qu'ils doivent, de toute manière, notre propos, c'est de permettre à l'enfant d'avoir un esprit critique et d'apprendre un pan de l'histoire qu'on ne lui apprend pas. Donc déjà, il y a beaucoup à faire sur la partie qui n'est pas apprise et sur la partie qu'on lui demande pour ses examens, et bien qu'il ait quand même un regard critique, qu'il puisse éclairer cette histoire officielle, entre guillemets, enfin étatique, de la vérité. Donc ça se passe très bien parce qu'en fait, ils peuvent porter un regard critique et dire, tiens, mais voilà ce qu'on nous dit. Simplement, je vois qu'ils avaient avec leurs professeurs des discussions assez soutenues parce qu'ils avaient d'autres éléments à apporter. Et je pense que le correcteur, il n'est pas contre un éclairage différent à partir du moment où il sait que l'enfant il maîtrise un peu le sujet pour lequel on l'interroge, mais il y a matière à éclairer et à avoir un esprit critique un peu plus ouvert au lieu de réciter bêtement tout ce qu'on nous dit sans avoir réfléchi sur le sujet. En tous les cas, pour l'instant, comme je te le dis, nous, on a commencé à travailler sur les outils pédagogiques pour l'école élémentaire. Donc, on a travaillé sur maternelle et primaire. Et à ce niveau-là, bon, il n'y a pas manifestement beaucoup de soucis parce que vu qu'ils n'apprennent pas du tout les origines de l'humanité, d'où on vient et tout ça, donc il y a quand même plus d'éléments nouveaux que d'éléments à opposer par rapport au programme scolaire. Oui, je voulais juste que l'on affirme un peu les contours. C'est-à-dire que lorsque l'on pose l'estime de soi, c'est qu'il y a une difficulté, il y a un sous-entendu qui est que la construction de l'homme et de la femme de demain pose problème pour une catégorie de population, notamment les mélanodermes. Et cette construction qui est donnée, qui nous est renvoyée, c'est celle justement de même si vous êtes différent, vous devez être le même. C'est-à-dire que dans la construction de l'homme et de la femme de demain, vous devez être une construction occidentale. Les Asiatiques se construisent en tant qu'Asiatiques. Et ce qu'ils donnent à l'humanité, ce qu'ils apportent aux problèmes écologiques auxquels nous devons faire face aujourd'hui est très particulière et très centrée sur leur culture propre. Tout à l'heure, Marie-Josée Tyrolien a posé la question de la dichotomie. Cette façon d'être un peu squeezé, on est soi et pas tout à fait nous-mêmes. Ça peut renvoyer à la pathologie. Est-ce qu'on va continuer à mettre au monde, à éduquer nos enfants avec un stigmate psychologique? Et ma question aujourd'hui, elle n'est pas tellement dans la méthode, mais dans la finalité. Dites-nous le haut et fort, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et cette difficulté n'est pas des moindres. Autant Cheikh Anta Diop a eu des difficultés à soutenir les thèses qui étaient les siennes. Aujourd'hui, si on met des enfants face à d'autres concepts, ils vont arriver à concevoir des outils, une appréhension du monde qui aujourd'hui on ne soupçonne même pas. Donc, ma question est réelle, et vraiment, comment dire, elle est viscérale. Doit-on encore sacrifier des enfants dans la construction de l'homme occidental? Si effectivement on prend le parti de leur donner une part d'eux-mêmes, est-ce que c'est un risque? Donc on va laisser Madame Tyrolien répondre. Après, moi aussi, j'aurais une question sur ça. Je pense que vu au niveau sur lequel on est, on n'a pas de compromis à avoir. Les choses sont claires. Si on a décidé de créer une école panafricaine, c'est justement pour permettre à nos enfants de pouvoir s'épanouir, de pouvoir, comment dirais-je, apprendre
et être eux-mêmes dans justement ce parcours qu'ils ont à faire sur cette terre, dans ce parcours qu'ils doivent avoir. C'est justement pour créer, on n'est pas contre, on est pour leur épanouissement, on est pour leur bien-être. Donc, on est tout à fait clair. Hein. Nous, c'est justement parce qu'on s'est rendu compte que le système dans lequel on évolue, ne permet pas un épanouissement correct et total de nos enfants. Donc, c'est juste pour ça qu'on a décidé de créer l'école panafricaine, pour qu'ils soient eux-mêmes, pour qu'ils puissent avoir des repères qui leur ressemblent, pour qu'on ait des outils pédagogiques adaptés à leur environnement, à ce qu'ils sont. Donc, je rassure tout de suite, à nous, on est vraiment dans ce sens-là et dans cette orientation-là. Moi, je veux revenir un petit peu sur ce sujet-là, en fait. Si l'école n'a pas vu le jour, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues. Il y a notamment le préfet, si je ne me trompe pas, qui n'a pas donné cette autorisation pour l'école. Tu peux m'interrompre si je me trompe. Et il disait en fait qu'il y avait un risque de séparatisme entre les races et un risque de troubler l'ordre public. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, Madame Tyrolien, et aussi quand vous dites que vous allez éduquer les enfants, vous parlez de tous les enfants ou vous parlez d'un type en particulier d'enfant? Est-ce qu'il y a déjà une séparation? Voilà, c'est à peu près 2 questions en l'une, mais voilà, je vous laisse répondre. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. Hein. Le préfet, il a trouvé que l'école constituait un risque de trouble à l'ordre public. Ouais. Alors, et aussi de séparatisme entre les races. Ouais. De séparatisme. Ouais. Voilà. Donc, développer l'africanité chez les afrodescendants est estimé comme un risque de séparatisme. C'est une vision préfectorale, on va dire étatique, parce que développer les enfants dans un système qui ne leur ressemble pas ou bien leur donner une orientation à laquelle ils sont étrangers, ça ne provoque pas de risque. Mais nous, on voit un petit peu les effets. On voit ce que ça entraîne comme délinquance, comme mal-être, comme on voit l'illettrisme, par exemple. C'est impressionnant. On a l'école obligatoire et on a un pourcentage d'illettrés important chez les jeunes. Je parle chez les jeunes. Et de nombreux professeurs qui enseignent se rendent compte que les enfants ne sont pas intéressés par ce qu'on leur propose. C'est-à-dire que les supports pédagogiques ne les intéressent pas. Ça fait référence à des choses qui ne sont pas d'ici, qui ne leur parlent pas, et ils décrochent très facilement. Ça me rappelle la prière du petit enfant né de Guy Tyrolien. On me parle de choses qui ne sont pas de chez nous. Donc en fait, et dès qu'on change le support et qu'on prend des supports qui sont concrets, qui leur parlent, je sais pas, on parle d'Amandier, de Kenneth, là c'est différent. L'enfant, il se sent tout de suite concerné parce qu'il connaît de quoi on parle. Donc en fait, ce que nous proposons en tous les cas comme outil pédagogique s'adresse à tous les enfants qui vivent dans l'environnement dans lequel nous sommes. D'accord? Et en particulier aux afrodescendants qui ont été longtemps et trop longtemps privés un petit peu de tout ce qui permettrait une bonne estime d'eux-mêmes, qui leur permettrait d'être de manière égale avec les autres, se sentir non défavorisés. Alors, c'est peut-être ce que je vais dire, je ne pense pas que ça va choquer, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un département qui est dit français, effectivement, c'est la Guadeloupe, peuplé en majorité d'afro-descendants à plus de 80%, mais l'enseignement qui est fait dans ce département, c'est le même enseignement qu'il y a dans les départements français où il y a 80% d'euro-descendants ou même 95% d'euro-descendants. Il y a une adaptation logique à faire afin que les enfants qui sont dans ce contexte-là puissent se développer correctement. Alors, je ne sais pas si c'est du séparatisme, c'est pas du séparatisme, c'est justement ce que devrait faire l'éducation nationale dans tous les pays où il y a des populations qui sont différentes. Alors, on est certes
différent de par l'histoire qui nous a emmenés dans ces pays. Je veux dire, il n'y a pas de... Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre que les Africains ont été déportés dans les îles de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, à La Réunion. Ils ont été déportés, ils ont vécu, ils ont été esclavagisés et nous sommes leurs descendants. Qu'est-ce qu'il y a de séparatiste à dire cela? Je ne vois pas. On est en train de rétablir l'histoire parce qu'on a trop longtemps tué cette histoire. On a voulu l'effacer en disant qu'on est tous nés en 1948. C'est pas possible. Puisque, en fait, si c'était positif, on n'aurait pas eu les effets négatifs que nous avons aujourd'hui dans ces populations. Donc, il faut se remettre en question, réfléchir et se dire, il y a eu un problème. Donc, il est temps de rectifier. On a des enfants qui naissent tous les jours, on a de nouvelles générations qui arrivent. On veut le meilleur pour nos enfants. Et le meilleur, c'est leur permettre d'évoluer dans un contexte où ils n'auront pas de complexe, où ils vont pouvoir apprécier leurs cheveux, leur texture laineuse, leur peau noire, sans avoir toujours à se dire que la peau claire est plus intéressante. Par exemple, je prends un exemple au hasard. Ça, c'est ce qu'on voudrait pour eux et c'est normal. Et il n'est pas question de parler de séparatisme ou autre. Voilà. Ok. Pour moi, c'est bon. Les panélistes. Kamkama, tu as peut-être envie de... Oui. C'est Kamkama et ensuite ta chaîne sous, toi. Oui. Oui. Puisque on peut voir deux grands problèmes. Alors, celui soulevé par Hatshepsut en demandant, mais comment on va faire pour... je dirais, retirer les nôtres dans ce système qui est vraiment fait pour, je dirais, continuer à les soumettre. Et donc, même si on crée l'école, même si Racine crée l'école, il n'empêche que c'est dans un univers français, occidental. Et donc, si j'ai bien saisi Hatshepsut, eh bien, on n'aura pas le même cadre idéal qu'ont les pays comme la Chine, comme le Japon, comme la Corée, comme l'Iran, hein, puisque ce sont des pays indépendants. Nous sommes... Et donc, pour Hatshepsut, il sera difficile d'arriver à vraiment construire ce qu'elle a appelé un Africain nouveau. Hein, elle n'a pas tout à fait dit ça comme ça, mais bon, on peut dire l'Africain nouveau. Moi je dis, on a des exemples de populations qui, dans un univers étranger, sont arrivés quand même à éduquer leur enfant, à donner une éducation à leur enfant qui leur a permis de continuer à s'affirmer en tant que, je dirais, non autochtones de ce pays. On peut dire les Arméniens, par exemple, en France, hein, puisque nous sommes en France, on va parler de la France. On pourrait prendre aussi les Juifs en France. On peut prendre aussi les Maghrébins en France. Et comparé à nous, ces populations s'affirment beaucoup plus, hein, on va dire en relation avec leurs origines. Et dans le cas des Juifs, où on a comment dire, quelque chose de plus concret encore, de mieux construit, il y a ce qu'on appelle l'ORT, Organisation, Reconstruction, Travail. C'est une association juive qui existe depuis depuis la fin du 19e siècle, donc 1860, 1880, qui a donné pour l'essentiel des écoles. L'ORT, je ne sais pas si Marie-Josée tu connais, l'ORT, c'est avant tout des écoles juives. Alors, on a ça en France, on a ça en Europe en général, on a même ça dans le monde. Eh bien, les Juifs sont parvenus à faire accepter ces structures, je dirais, juives dans l'ensemble français. Et même, ce sont des écoles qui sont privées, mais sous contrat avec l'État. Ça veut dire que l'État va payer, va prendre en charge notamment les salaires des enseignants et même une partie des structures, c'est-à-dire les bâtiments. Hein, le gros des charges est pris en charge par l'État.
Pourtant, dans l'ORT, il y a je dirais, un enseignement supplémentaire qui est donné, en plus de l'enseignement officiel, celui de l'État. Il y a un enseignement supplémentaire, on pourrait dire, qui porte sur l'histoire juive et plus généralement sur la spiritualité juive, le judaïsme. Eh bien, moi je dis, avec l'ORT, on a des résultats. Eh bien, on a des enfants juifs à Paris, par exemple, où on est. Alors, je dis Paris, mais moi, j'ai connu tout particulièrement l'ORT à Villiers-le-Bel. Eh bien, je puis vous dire qu'on a des enfants français d'origine juive qui gèrent très bien, je dirais, cette contradiction entre la vision officielle et puis la vision communautaire. Et ils sont très efficaces et ils font leur chemin dans cette société française, pour la grande majorité qui décide de rester en France, et puis une petite minorité, peut-être 5%, 10%, retourne en Israël. Donc, ça, c'était par rapport à la question d'Hatshepsut. On peut arriver à créer, on va dire, des Africains ou des Afro-descendants, on peut les appeler comme ça. Alors, on dit nouveau, mais surtout excellent, brillant, efficace, en ce qui a déjà été fait en la matière et qui constitue une réussite. Et maintenant, pour les arguments, Marie-Josée, alors pas seulement au préfet, mais face à la justice, parce que j'ai entendu dire que l'affaire a même été portée en justice. Je crois que tu t'es trouvé face au juge. Oui, oui. Eh bien, là aussi, c'est pas simple, mais encore une fois, moi je dis en regardant des cas concrets de réussite de telles populations qui, on va dire, ont des origines qui ne sont pas françaises, occidentales, on pourrait même dire pour l'essentiel. Hein, nos origines, nous considérons qu'elles sont africaines essentiellement. Eh bien, on doit regarder, je dirais, toute l'argumentation apportée par les Juifs notamment, dans le cadre de l'ORT. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été accepté dès le départ, mais ils sont parvenus, avec de la détermination, à faire admettre leur structure, l'ORT, et je vous ai dit, qui sont des écoles privées, mais sous contrat avec l'État, c'est-à-dire l'État leur donne les... Alors, qu'est-ce qui se dit là? C'est vrai que, bon, moi, j'adhère tout à fait à tout ce que l'on expose. Hein, l'homme en lui-même est un être intelligent. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de grandes démonstrations, hein, qu'il soit de n'importe quelle, sous n'importe quelle latitude, hein, qu'il soit né au nord, au sud, etc. On lui donne même dans un environnement extrêmement frustre, hein, il y a énormément d'exemples qui sont donnés au niveau international d'enfants qui, dans les bidonvilles des cités urbaines du continent, arrivent à sortir des choses vraiment étonnantes. D'accord? Donc, c'est la preuve, effectivement, qu'il y a une puissance, donc le terme ne me plaît pas, mais de résilience. Mais au-delà de ça, au-delà de ce constat, si on prend Modibo Diarra, ce magnat astrophysicien qui, dans les années 90, a défrayé la chronique, donc au niveau international, parce qu'il a permis, effectivement, d'envoyer sur Mars, donc un robot qui a effectivement pu explorer une certaine surface donc, de cette planète rouge, avec notamment cette particularité, c'est de minimiser la pollution. Et c'est lui qui a eu ce génie-là. Les Français ont refusé le statut qu'il avait demandé de chercheur. Il est parti aux États-Unis. D'accord? Donc, il y a même des Guadeloupéens qui ont été donc en France, hein, pour permettre effectivement au niveau atomique, hein, de faire en sorte que la recherche dans ce domaine-là puisse progresser.
aux États-Unis, hein, depuis Clinton, grâce aux archives, on voit les inventeurs noirs. La question c'est, pourquoi un tel refus? Pourquoi de telles oppositions? Je me pose la question et que je le redis, peu importe la couleur, et notamment pour nous, comme tu l'as dit, Kamkama, parce que les personnes de confession juive, de confession musulmane sont des Occidentaux. Même s'ils ont une culture particulière, ils sont nés de la migration. Ce que je dis là, c'est que dans les 3 temps qui nous caractérisent, le premier temps que je pourrais effectivement, c'est la lutte, qui est une approche socialisée de l'insertion des hommes et des femmes, marquée par les oppositions. On a vu avec Marcus Garvey, Malcolm X, etc. Ensuite, il y a eu l'habilitation de la personne juridique, avec le combat que mènent effectivement nos concitoyens guadeloupéens, martiniquais, guyanais pour la reconnaissance effectivement des préjudices et les réparations. Et aujourd'hui, on en est à la personnalité psychique par l'idée de l'estime de soi. L'estime de soi. Aujourd'hui, on parle de la souffrance. Hier, j'ai été au Mémorial ACT. Je me suis posé la question, mais pourquoi ACT? Que veut dire acte? Et un petit E. J'ai cherché, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Acceptance and commitment therapy, thérapie d'acceptation et d'engagement, acte. Et le petit E veut dire esclavage. C'est un dispositif fondé sur l'ambiguïté. Vous avez dans une des salles quelque chose qui m'a, parce que j'ai fait une formation thérapeutique, où l'on voit la représentation de la perversion sexuelle. Ok, mais n'oublie pas, tu dois poser ta question. Je dis oui, je comprends. Marie-Josée a posé la question de la thérapie. Comme je le dis, on est dans le 3e temps. Le 3e temps au niveau de la psychologie et des dispositifs et des moyens mis à la disposition des peuples mélanodermes est contrôlé par des concepts européens. Ok, pose ta question s'il te plaît. Que mettez-vous aujourd'hui derrière l'estime de soi? Si j'ai bien compris, la question c'est qu'est-ce que je mets derrière l'estime de soi? Qu'est-ce que l'estime de soi? C'est ça, hein? D'accord. Donc, merci, j'ai bien compris, c'est beaucoup plus clair comme question. Alors, la question, elle est vaste, elle est profonde, effectivement, parce que ça demanderait de remonter au fait, à la question principale. Pourquoi est-ce que dès que les afrodescendants essaient de faire quelque chose pour eux, pourquoi est-ce que systématiquement on rencontre des obstacles ou un refus de la part de l'État? Donc ça, c'est vraiment, c'est une question qu'on pourrait se poser parce qu'on a l'impression que dès qu'on voudrait, même sans s'opposer à l'autre, hein, qu'on voudrait s'organiser, se constituer pour pouvoir répondre à nos besoins en tant que peuple, il y a toujours une opposition. Nous nous situons dans le fait que nous ne sommes pas contre, nous ne sommes contre quiconque. Nous avons remarqué qu'il est important pour nous de nous occuper de nous-mêmes. C'est-à-dire que personne ne pourra s'occuper de nos besoins si ce n'est nous-mêmes. Nous avons des besoins spécifiques, particuliers, et nous sommes confortés dans ces besoins par les neurosciences, hein, les études actuellement, la psychogénéalogie, l'épigénétique, qui montrent que les traumatismes subis par les parents se répercutent sur les enfants. Les expériences n'ont pas été faites pour les Noirs, pour les Noirs, elles ont été faites pour le monde entier. Et plus le traumatisme est violent, plus on assiste à une transmission épigénétique au niveau des descendants.
nous sommes persuadés que nous sommes impactés parce que au niveau de la durée du traumatisme, on est le peuple qui a eu une durée traumatique la plus longue, 400 ans, c'est pas rien. Et donc, il est urgent, en tenant compte de toutes ces nouveautés, de toutes ces découvertes, de se dire que si il y a possibilité d'améliorer, de permettre à nos enfants de ne pas porter les séquelles de ce que nos parents, nos arrière-grands-parents ont subi, il faut le faire. Et vu que ces traumatismes sont réversibles, ces conséquences sur l'épigénome sont réversibles, en tenant compte de l'environnement, de ce qu'on va proposer à l'enfant en termes de bienveillance, en termes en lui proposant un environnement sain, bienveillant, eh bien, il est urgent de le faire. Et l'école que nous proposons rentre dans cette dynamique parce que si on peut éviter à nos enfants d'avoir le parcours traumatisant que nous avons eu, il faut le faire. Puisque nos enfants, c'est nous, c'est notre prolongement et c'est surtout eux qui sont l'avenir, qui sont le meilleur, c'est ce que nous avons de meilleur à offrir en tous les cas au monde. Ce sont nos enfants. Donc, vu que les sciences, le développement nous donne un quitus, nous donne des motifs maintenant de dire oui, c'est transmissible. On nous a souvent dit oublier le passé. On ne peut pas l'oublier parce que nos enfants, même s'ils ne l'ont pas vécu, ont des séquelles et auront des séquelles si on ne fait rien. Donc nous savons comment nous, dans notre chair, nous subissons le fait que le système des peaux claires qui sont systématiquement élevés en meilleure position, le fait que les cheveux crépus sont dénigrés, et ça se transmet même sans la parole, dans nos gestes, dans nos attitudes, dans nos pensées. Eh bien, si on peut contrecarrer tout ça pour nos enfants, il faut le faire. Donc, cette école a pour vocation de redonner aux enfants une bonne estime d'eux-mêmes, de leur empêcher d'avoir ce genre de séquelles qui devraient traîner pendant des années, en leur réapprenant la beauté de nous-mêmes. Je veux dire, tout peuple a sa beauté. Il n'y a pas que le peuple noir qui n'ait pas de beauté ou qui doit refuser de reconnaître sa propre beauté. L'asiatique reconnaît sa beauté, le blanc reconnaît sa beauté. Nous devons reconnaître la nôtre et encourager nos enfants à se sentir beaux et belles comme ils sont. Parce que c'est une évidence pour tous les peuples. On n'est pas exclus de l'humanité. Au contraire, nous sommes à l'origine de l'humanité. Et nos ancêtres avaient ces notions de beauté intérieure et extérieure de leur propre peuple. Donc, notre école s'inscrit effectivement dans ce registre. Il n'y a pas que des matières intellectuelles et théoriques, il y a aussi l'estime de soi, il y a aussi apprendre à se coiffer, parce que beaucoup de parents ne savent plus coiffer le cheveu crépus parce que ils n'ont plus touché un cheveu crépus depuis très longtemps. Il y a apprendre à s'aimer. Donc, c'est un tout, en fait. C'est un tout global qui permet donc à l'enfant de grandir sans complexe, de grandir comme un enfant devrait grandir normalement. Donc, j'abonde donc en fait dans le sens où nous avons besoin d'écoles qui s'intéressent à nos problématiques. Alors, pour l'instant, je dis problématiques, mais quand les écoles seront sur place et qu'elles seront diffusées, eh bien, on espère que dans 3-4 ans, ce ne sera plus une problématique, ce seront des écoles qui vont même faire envie au système dans lequel nous vivons et qui prendront exemple sur ces écoles afin que nos enfants puissent, quel que soit l'endroit où ils sont, avoir accès à un système de valeurs intéressants, de valeurs et d'enseignement et d'éducation qui sont liées aux conditions dans lesquelles nous vivons, à l'environnement dans lequel on est et à l'histoire que nous avons vécue. Ok, très bien. Bon, on va terminer ce podcast. Ça fait maintenant 1 heure qu'on débat sur le sujet. Juste avant de terminer, on va faire un dernier tour de table concernant les livres, c'est-à-dire les livres que vous appréciez, que vous trouvez intéressants à faire partager à nos abonnés. Et juste avant que vous fassiez ça, j'avais juste une question. Madame Tirolien, vu qu'on voit qu'il y a le préfet qui vous interdit cette école, comment vous allez contourner un petit peu tout ça pour faire en sorte que votre projet aboutisse? Est-ce que vous avez réfléchi à ça?
Et dans combien de temps vous pensez que l'école va voir le jour? Et ensuite, je vous laisse nous faire partager vos livres que vous trouvez intéressants pour les abonnés. Pour finir. Alors, pour l'instant, comme l'a précisé Kama, nous avons porté l'affaire sur le côté judiciaire parce qu'on a eu un refus de l'administration. Donc, on a fait un appel au tribunal administratif, hein, puisque c'est la procédure quand on veut faire un refus. Quand on a un refus, il faut faire, on suit un petit peu les procédures du système français lui-même. Donc, c'est ce qu'on a fait. Là, ça fait 1 an qu'on attend une date d'audience. Je pense que la politique, c'est de jouer le pourrissement et puis la fatigue. Donc, on n'a pas de date d'audience. Quoique le dossier a quand même avancé puisqu'on nous a demandé de faire un mémoire en appel. Pas en appel. On a fait le premier mémoire. Il y a eu le mémoire en réponse du préfet. Et donc, on a répondu à ce nouveau mémoire. Donc, nous attendons la date de l'audience qu'on ne nous a pas encore communiquée. Et nous pensons porter cette affaire sur le plan judiciaire le plus loin possible. En attendant, pour les parents qui voudraient quand même continuer continuer ou donner à leurs enfants un enseignement, l'association Racine va proposer des rencontres quotidiennes, mais au moins les enfants autour de notre histoire. Donc, ça permettra de faire quelque chose quand même, de tout laisser tomber. En attendant, bien sûr, les résultats de l'audience. Ok, et alors, un livre que vous voulez partager à vos abonnés que vous trouvez intéressant, ça peut être sur l'éducation, sur un livre, voilà, qui pour vous. Alors, avant de laisser la parole donc à Kama, je voudrais juste revenir sur la question donc de la dichotomie. Et je voudrais citer, parce que là, pendant que… Attends, on va fermer le podcast, on arrive au bout là. Oui, non, mais c'était pour juste que la question, donc, c'est un auteur qui n'est pas du continent, ni un afrodescendant, c'est Alexandre Kojève. Introduction à la lecture de Hegel, pour ceux qui peuvent, lisez-le, parce que il me semble que lorsque l'on pose la question de la scotomie, de la dichotomie, de cette façon que nous avons effectivement d'être au monde, que dit Alexandre Kojève? Il prône que par son travail, l'esclave transforme le monde parce qu'il est en prise directe avec le réel, alors que le maître est scotomisé de ce réel par son absence de la réalité psychologique de la souffrance. Il consomme le produit final, intégrant les divers stades de l'édification physique et psychologique, de la transformation d'un produit. L'esclave est donc dépositaire d'une connaissance qui le renforce. Ça, c'est moi qui vous donne un résumé. Mais je vous invite effectivement à dépasser cette notion de dichotomie, à vous dire que vous n'êtes pas à la place, effectivement, que l'on vous a réservée, mais justement, parce que vous avez été une prise directe avec la réalité du travail, vous avez cette connaissance qui va vous permettre de dépasser des contradictions. Ok, Kama, si tu as aussi des livres à partager. Oui, mais Marie-Josée n'a pas dit le livre qu'elle… Ouais, elle n'a pas encore dit aussi. Alors, moi, c'était juste le livre d'Alexandre Kojève, Introduction à la lecture donc, de Hegel. Donc, okay. Alexandre Kojève, vous pouvez aller le lire, hein, même si effectivement, de temps en temps, on a à faire donc, des digressions, à aller vers d'autres, des auteurs qui abordent des questions que nous vivons directement au travers de notre chair, notre corps, notre psychique, pour avoir leur éclairage à eux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un homme occidental dans sa tête. Voilà. Madame Tirolia, elle va avoir le mot de la fin, on va lui donner à la fin pour le livre. Vas-y, Kama, et après je vais donner le mot de la fin pour Madame Tirolia. Je montre rapidement. Alors, mon livre pour les bébés, bébé chez Kanta, bébé Isis Santa, et puis les 3 à 9 ans. Isis Anta l'artiste, bébé chez Kanta, et pour terminer pour les enfants, chez Kanta le pharaon. Et je mets l'adresse de mon site où on peut justement aller commander et mon Instagram. Voilà. Parfait. Tu me passeras. Attends, juste une petite seconde. Tu me passeras tes infos, Kama. Attends, juste une petite seconde, la chaîne sous.
Tu me passeras tes infos, Kamkama, et je vais les mettre dans la description, ton Instagram et tes éditions. Comme ça, si vous voulez vous procurer les livres de Kamkama, tout sera en description sous la vidéo ou du podcast. Ashensu, toi, tu voulais dire? Oui, je sais que Kamkama vient de sortir un ouvrage. Alors, je ne sais pas si c'est un petit peu des ouvrages donc dans la lignée un peu de ce que tu viens de nous présenter, ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Oui, très brièvement, effectivement, ça sera pour octobre, la sortie d'un ouvrage. Cette fois-ci, je m'adresse aux adultes. Le titre, c'est Tous les pharaons, sans exception, étaient des noirs. Et alors, et après. Et mon propos, c'est de dire à l'ensemble, je dirais, des panafricains, des diopistes en particulier, d'écrire abondamment pour les enfants dès le berceau et aussi pour leurs parents, la multitude des parents, et pas seulement pour les intellectuels, pour l'élite universitaire. Voilà. Ok, très bien. On va terminer avec Madame Tyrolien, si elle a Oui. des livres à partager. Oui. Alors, ce que je vais conseiller vraiment, c'est aux parents l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Je pense que vous l'avez déjà conseillé. C'est le Jalissa Sekhmet. Ouais. C'est un livre qui est bien fait. C'est juste là. Parce que vous l'avez. Très bien, c'est ça. Je pense que c'est celui-là que je vais conseiller à nos auditeurs et aux adultes, pour ceux qui s'intéressent, hein, qui commencent à s'intéresser. Eh bien, nous produisons des magazine qui s'appelle Racine, et je vais envoyer le site, hein, associationracine.com, où on peut trouver le livre, et puis un jeu pour les enfants pour apprendre en famille l'histoire du monde noir et de sa diaspora. Voilà. Ok, très bien. Donc, dans tous les cas, toutes les informations seront en lien sous la description de la vidéo ou du podcast. En tout cas, merci à vous, Madame Tyrolien, d'avoir participé à notre émission. C'était vraiment un honneur de vous avoir. J'espère vous revoir très bientôt. L'honneur est pour moi, oui. L'honneur était pour moi. Merci. Merci à Kamkama. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir pris le temps et aussi nous avoir présenté encore les nouveaux ouvrages. On est impatient que tout le monde puisse les avoir et que surtout que les enfants puissent s'éduquer. C'est l'objectif. Hein. C'est l'objectif. Et merci à Shensout d'avoir été là, d'avoir réussi à organiser, d'avoir pris en lien avec Madame Tyrolien. Donc, merci beaucoup à Shensout. C'est elle l'organisatrice un petit peu de tout ça. Donc, l'invité mystère. Heureusement qu'elle est là. Le plaisir est pour moi. Elle fait des digressions, mais elle est très importante pour ce podcast. Bon. Ok. Merci en tout cas. Portez-vous bien. Et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Courage. Merci.